Bienvenue dans votre émission Parlons Éducation, présentée par Dieudonné Kapajika, votre émission qui vous informe de l'actualité éducative en République démocratique du Congo, mais aussi qui vous enseigne sur les bonnes manières à vivre dans la communauté et ce qui vous attend dans votre avenir. C'est déjà les sujets de ce soir où nous allons parler de l'autonomisation de la femme congolaise en allant de la tradition à l'ère moderne pour comprendre comment l'élève qui est au secondaire, à l'école primaire et même l'étudiante à l'université devait se débrouiller ou encore se prendre en main pour devoir tenir sa vie stable au sein de sa communauté. Alors ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau un invité très spécial qui est auteur d'un livre qui est paru récemment dans une édition internationale. Il est aussi spécialiste en communication des entreprises, marketeur, présentateur. Il est expert dans la presse écrite. Il a gagné les concours pour les blogueurs internationaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Gilbert Mulumba, qui va parler avec nous sur ce sujet intitulé l'autonomisation de la femme congolaise, de la tradition à la modernité. Monsieur Gilbert, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous sur ces plateaux de Yousra Télévision. C'est votre premier passage et nous pensons que vous avez beaucoup à apporter à nos téléspectateurs ce soir. Et nous sommes enthousiasmés à vous écouter parler de ce sujet de l'autonomisation de la femme congolaise. Monsieur Gilbert, dans l'entrée des jeux, que comprenez-vous par les termes autonomisation pour permettre aux plus jeunes que nous suivent de pouvoir comprendre de quoi nous parlons? Merci, cher Dieudonné. Lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, il s'agit là du fait de donner des moyens à chaque femme de décider de son avenir et aussi à participer pleinement à la vie sociale, politique, économique et surtout ne plus être réduite au plan secondaire. Et pensez-vous que cette autonomisation est facteur de la famille, de la vie en communauté ou de l'école dans laquelle on part pour se former? Bon, ça dépend. Il s'agit là, l'autonomisation de la femme est multidimensionnelle. Il y a la société, il y a la famille, il y a aussi l'entourage. Lorsqu'on parle de l'entourage, on peut parler. Donc beaucoup de facteurs qui entrent en compte, qui entrent en jeu pour parler de l'autonomisation de la femme. Alors ce soir, nous allons exactement parler de l'autonomisation de la femme en se référant à ce qui s'est passé avant que la femme d'aujourd'hui n'existe, c'est-à-dire à l'histoire de la République démocratique du Congo. Monsieur Gilbert Stéric, nous savons que vous avez l'histoire sur la colonisation, l'époque précoloniale, pendant la colonisation et après la colonisation, l'arrivée des écoles en République démocratique du Congo, parce que ce soir, nous nous intéressons beaucoup plus aux élèves, à tous ceux qui apprennent, et notre émission, c'est parler de l'éducation. Comment vivait la femme dans l'ancien temps, ou qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'autonomisation? Ces termes autonomisation, pourquoi nous en parlons? Et comment faire comprendre à ces termes à laquelle nous parlons ce qu'était la femme dans les temps anciens avant la colonisation? Ok, là, vous devez noter que nous sommes en face de deux réalités distinctes. Déjà avec la période précoloniale, je crois que vous parlez de la période précoloniale. Précoloniale, oui. Très bien. Avec la période précoloniale, la femme avait une place, s'il faut le dire. Et cette place-là a été adaptée aux réalités de cette époque. Oui. Il était la gardienne des traditions. Elle était éducatrice des enfants, mais aussi cette femme était gestionnaire des ressources domestiques. Cette même femme, participait à l'économie, à l'économie locale. Oui. Donc ça veut dire il y avait l'artisanat, il faisait l'agriculture. Et donc ce qui fait que cette agriculture contribuait à l'économie locale. Il y avait aussi l'artisanat, mais aussi l'économie. Cela ne veut pas dire que la femme précoloniale était injustement traité. Non, c'était adapté par rapport aux réalités de cette époque. Mais aujourd'hui, avec les droits universels, donc s'il faut penser dans ce sens, il faudrait que la femme arrive à faire ce que l'homme est également est censé faire. Monsieur Gilbert, vous touchez à un point crucial. Commençons par faire comprendre à l'élève qui étudie aujourd'hui. Oui. Dans l'ancien temps, avant la colonisation, y avait-il des écoles comme nous les connaissons aujourd'hui en RDC?
Oui, les écoles étaient, mais avec un accès limité. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les filles sont à l'école, les parents ont des bourses, de l'argent pour payer pour eux, ils vont à l'université et partout, et on attend des résultats pour eux, mais nous voyons qu'il y a aussi des mariages qui s'ensuivent, nous allons en parler dans la suite de l'émission. Je me pour cette jeune fille, l'image qui était avant la colonisation en RDC, avant l'implantation des écoles, déjà à l'entrée des yeux, comme vous l'avez expliqué, de cette femme qui était artisanale. Bon, déjà, c'est qu'il faut de comprendre, je me répète une fois de plus, nous sommes devant deux réalités distinctes. Avec la femme précoloniale, ce qui se passait, c'est quoi? Elle pouvait tout faire, mais elle était limitée à un moment donné. Donc, il y avait une sphère, donc la sphère de pouvoir. En tout cas, c'était difficile pour elle. Mais actuellement, avec l'école, on veut tout simplement doter à la femme. C'est que l'homme dispose, ou non, carrément, s'il faut dire ça en d'autres termes, avec l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut partir du principe de l'égalité de tous devant la loi. Et il y a même avec la Charte des Nations Unies, lorsque vous prenez les droits fondamentaux, on dit toutes les personnes naissent égales. Ça veut dire quand on dit toute personne, c'est sans distinction de sexe. Ça veut dire que la femme est censée faire. Contrairement à ce qui était pensé à l'époque, que la femme ne pouvait pas participer aux décisions et ne pouvait pas participer à la gestion de la société. Et donc, c'est ce tabou-là qui a été brisé. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, les jeunes filles doivent comprendre qu'à l'époque, elles ne pouvaient pas participer à la gestion de la politique, de l'économie, de la société de manière générale. Mais aujourd'hui, elles ont quand même ce droit-là. Et c'est ça même qu'il faut parler donc du rôle de l'école dans ce sens. Et parlant de l'école, la femme qui n'avait pas de participation, nous comprenons que vous nous amenez dans la période de la colonisation de la RDC. C'est là que nous commençons avec l'histoire que beaucoup connaissent. Pendant la colonisation, nous avons eu à apprendre, et il semble que c'était que les hommes qui partaient à l'école. Certains étaient attrapés à l'âge mûr pour être amenés à l'école, mais les femmes n'étaient qu'au foyer et faisaient que les travaux artisanaux. Comment pensez-vous que l'arrivée de l'école a été un boost pour l'évolution de la population congolaise? Et aussi, comment pensez-vous que à la longue, avec l'UNICEF et toute autre organisation qui se sont battues pour que la femme commence à étudier, cela a été un point de déclenchement pour un développement de la femme dans la communauté congolaise? Oui, déjà, il faut dire que ce fut un grand combat. Il y a eu des pionnières qui ont eu à se battre dans ce sens pour que la femme soit émancipée de manière effective. Et donc, l'arrivée de l'école en RDC, au départ, bon, la femme a été reléguée juste au second plan, puisque, comme je le disais, on considérait qu'elle devait être gardienne des traditions et devait gérer la maison, et la maison étant une société au vrai sens du mot, s'il faut le dire. Donc, gérer la maison, c'est beaucoup de choses. Alors, cette femme qui doit gérer la maison, elle a encore travaillé. C'était en tout cas beaucoup. Mais avec l'évolution, la mondialisation, parce que nous ne pouvons pas rester là, toujours ancrés dans les traditions, tant que nous parlons de la mondialisation. Ce qui se fait ailleurs, on voit les femmes prendre parole. Et ça, en RDC, on devait aussi continuer avec ce que je venais de dire tout à l'heure. Toutes les personnes naissent égales et en droit, elles ont les mêmes droits. Donc, la femme comme l'homme ont les mêmes droits et c'est comme ça que les femmes devaient rejoindre. Bien que par moment, avec ce traitement, il y a eu une sorte de séquelles. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les jeunes filles parfois ont du mal à se démarquer partout. Vous êtes dans une salle de classe et la plupart des femmes ont intégré le fait que la réussite se résume au fait d'avoir un bon mariage. Et c'est ça, même quand elles sont intelligentes, mais elles se disent, je serai mariée à un moment donné. Mais en réalité, l'intégration de la femme dans des écoles, c'était justement pour montrer que les humains sont égaux. Et devant Dieu, ils sont égaux. Et ce déclenchement a été un point très fort dans l'histoire de la République démocratique du Congo, bien que jusqu'à présent, les femmes sont victimes de beaucoup de choses et les hommes ont encore cette pensée
selon laquelle la femme c'est rien, voilà, tout ça. Bien qu'il y a l'école qui existe, mais il y a certains hommes, voire même les autorités, voire beaucoup de personnes. Il y a même des autorités, des politiciens, des grands dirigeants qui harcèlent des femmes. Donc, la présence d'une femme dans un bureau quelconque, on veut toujours aller au lit avec cette femme. Donc, ça veut tout simplement dire que la place de la femme, malgré la présence de l'école, n'est toujours pas respectée. Il y a des hommes qui restent toujours dans ces préjugés. Et on peut applaudir l'école, mais il y a encore beaucoup d'efforts que la République démocratique du Congo Et avec ces préjugés, pensez-vous que c'est aux hommes qu'il faudrait donner une éducation supplémentaire ou c'est à la femme qu'il faudrait donner conscience de prendre sa place effectivement dans la communauté congolaise actuelle? Bon, il y a deux choses ou deux aspects qu'il faut considérer. Il y a la part de l'homme, mais aussi la part de la femme. La part de l'homme, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de la masculinité positive, dont on qualifie le président de la République, Félix Tshisekedi, de champion. Il a été proclamé ainsi par l'Union africaine. Et donc, les hommes doivent comprendre que les femmes ont besoin d'être aidées et soutenues. Parce que du point de vue pour les gens qui croient dans la Bible, disons les chrétiens, la femme a été tirée, donc c'est la cote de l'homme qui a été tirée, et on considère que la femme vient de l'homme. Ça veut dire, comme la femme vient de l'homme est censé protéger cette femme. Protéger la femme ne veut pas dire non, être là toujours, non, protéger la femme, mais c'est aider aussi cette femme à atteindre c'est dont elle a à atteindre plutôt ses objectifs. Une femme qui a besoin, par exemple, de créer une entreprise, les hommes doivent être là pour accompagner. Et une femme qui a besoin de diriger, les hommes doivent accompagner ces initiatives. Et donc, il faut sensibiliser les hommes dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on parle de la masculinité positive. Mais aussi, les femmes, il faut les sensibiliser dans ce sens-là, donc avoir cette confiance en soi. Parce que comme je le disais, la conception ou la pensée traditionnelle qui consistait à croire que la femme, sa place est juste dans la maison, ça a laissé une sorte de séquelle. Surtout en République démocratique du Congo, surtout dans les villages, partout. Du Congo, il y a des femmes, et jusqu'aujourd'hui, il y a des tribus même qui sont qualifiées comme ça. Je prends l'exemple, les Baluba par exemple, bien que c'est des préjugés, parce que je ne suis jamais d'accord avec ça. On pense que les hommes Luba réduisent les femmes, donc à un rôle là très secondaire. Mais c'est ce qui est, en tout cas, faux, parce que je connais quand même des Luba qui valorisent leurs femmes. Alors, c'est que les femmes doivent comprendre aussi qu'elles ont leur part de responsabilité. Elles doivent se former comme les hommes. Elles doivent donc chercher à acquérir les compétences. Alors cela ne dépend ni des tribus, ni des régions d'origine, c'est toute la communauté en général, sans parler d'une tribu en particulier. Cela dépend de quand vous maltraitez un être humain. Parce que s'il faut aller dans ce sens-là, vous serez d'accord avec moi que les Luba, c'est parmi un peuple chrétien, donc le plus chrétien, parce que lorsque vous êtes par exemple dans le gospel, la plupart des musiciens sont des Luba. Et ça veut dire qu'ils connaissent ce que la Bible dit concernant la femme. On dit, Marie, aimez vos femmes comme vous aimez vos propres corps. Donc, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir une plaie ici, une plaie qui vous fait mal, mais vous prenez quand même vous commencez, s'il vous plaît. Si vous prendrez un exemple plus général pour qu'elles ne se sentent pas visées comme vous le faites. Non, non, c'est justement, je ne dis pas que, c'est justement pour élaguer. C'est cette façon de penser, de croire que les Luba maltraitent leurs femmes. Je parle tantôt d'un problème de l'éducation. Moi, j'ai vécu dans une parcelle où il y a un monsieur qui n'avait rien à voir avec les Luba. Alors, on parlait des préjugés. Ça, c'est des préjugés. Et ces préjugés, je vais tout simplement leur faire comprendre que les Luba, c'est un peuple chrétien qui savent bien que la Bible recommande aux hommes d'aimer les femmes comme ils aiment leur propre corps. Quand on aime, on se lave tous les jours. Tu ne peux pas sortir très sale, puisque tu aimes ton corps, tu te laves, tu achètes des beaux habits, quand tu as une plaie, tu fais donc tout pour entretenir cette plaie-là. C'est comme ça que l'homme doit prendre soin de la femme.
Et si on devait parler de cette femme aujourd'hui, est-ce qu'elle a un modèle dans la communauté congolaise qui doit lui inspirer à pouvoir prendre sa vie? Mais y a-t-il des modèles dans notre communauté ça, qui aideraient nos jeunes filles à l'école de pouvoir devenir des femmes matures dans cette communauté? Ouais, ça c'est aussi un problème très sérieux. Ce qui est vrai, les modèles, il y en a. Nous avons des personnalités historiques et contemporaines, des intellectuels, des entrepreneurs. Vous nous en donnez quelques noms, il peut. Je ne voudrais pas citer des personnalités contemporaines, bien sûr. Je voudrais, par exemple, ici, citer les noms d'une femme que j'aime bien à la RTNC. Je crois peut-être elle doit m'avoir oublié, mais c'est l'une des personnes qui m'ont encadré pendant mon stage à la RTNC Radio. Valérie Sandra Anaziela. Cette dame, du point de vue compétence, je ne sais pas, depuis que je suis dans ce métier, moi j'ai fini en communication, aucune femme ne m'a convaincu comme cette femme-là. De quelle manière pensez-vous qu'une jeune aujourd'hui peut la prendre comme modèle? Mais puisque nous parlons des modèles des femmes qui peuvent impacter, qui influencent. Il y a aussi, par exemple, une dame sur Télé 50, le nom c'est encore, c'est, elle présente le journal comme ça, c'est Bou. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes en train de parler de l'éducation. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'autonomisation de la femme congolaise, de la tradition à la modernité. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'a été la femme dans l'ancien temps, pendant la colonisation, et la femme aujourd'hui, la femme moderne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver à se prendre en charge dans la communauté. Alors, messieurs Gilbert, vous étiez en train de nous parler des modèles à suivre au sein de cette communauté. Quelle attitude pensez-vous que les filles actuelles, restons au niveau de nos enfants, quelle attitude pensez-vous que les enfants actuels peuvent développer une barrière pour eux à se prendre en charge effectivement ou à prendre leurs responsabilités au sein de la communauté congolaise? Alors, je voudrais d'abord finir avec mon idée pour enchaîner avec cette question. Je parlais d'Arlette Boutella de Télé 50, que je salue en passant. C'est parmi les dames qui inspirent. Bon, en tout cas, je ne voudrais pas entrer dans leur vie privée parce que c'est des gens que je ne connais pas de près. De loin, quand on voit ce qu'elle fait dans la société, elle est en tout cas, elle a toutes les compétences, ce qu'elle fait. Il y a aussi Rachel Kishita, que vous connaissez bien, et c'est des dames qui jusqu'à présent sont pour moi considérées comme des modèles dans ce métier. Moi, je parle beaucoup plus de ce journalisme. Okay. Les journalismes. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est essayer un peu d'avoir de faire la distinction entre les modèles réels des illusions numériques véhiculées par les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les réseaux sociaux nous présentent une catégorie de personnes qu'on appelle femmes battantes. Mais lorsqu'on essaie un peu de foncer, d'entrer dans le fond, on se réalise que ces femmes battantes, vous vous rappelez bien de l'histoire des porte-à-potis à Dubaï. Mais ces femmes battantes se faisaient paraître comme des gens qui ont des compétences, des gens qui ont réussi dans la vie, mais en réalité, elles se faisaient donc entraîner dans des pratiques justement pour avoir l'argent et paraître aux yeux de la société. Non, les réseaux sociaux avec nos jeunes filles actuelles et surtout rappelons que TikTok, toutes les autres plateformes sont les réseaux sur lesquels la plupart de nos enfants passent leur temps. Voilà, c'est exactement ça. D'où il y a des modèles, mais alors on devra être en mesure de distinguer les vrais modèles, les modèles réels des illusions numériques. Les illusions numériques, c'est ces influenceuses dont on parle. Quelqu'un qui s'ouvre un compte TikTok, qui commence à danser, et après, puisque il a atteint, je parle bien sûr des filles, elle a atteint un certain nombre d'abonnés, elle a eu une certaine popularité. Et là, les marques commencent à la consulter, puisque les marques aiment bien ça. Ouais, les marques commencent à la consulter, et cette personne devient comme modèle. Non. Le modèle, c'est d'abord le cerveau. On commence par imiter. Qu'est-ce que la personne que je considère comme modèle fait? Et effectivement, on voit ses réalisations, voilà, et tout commence au niveau du cerveau. Mais quand quelqu'un danse sur les réseaux sociaux, comment on peut le considérer comme modèle? Mais vous parlez de modèle, alors que cette jeune fille qui est à l'école secondaire, à l'école primaire, dont on s'entend de savoir exactement, c'est tous les jours à devenir comme la personne qu'elle voit au devant d'elle. Comment lui expliquerez-vous que cela n'est pas un bon modèle pour elle? Bon, le problème, c'est... Pensez-vous que ce serait de sa faute si elle a pris cette décision-là de suivre ce qu'elle voit comme modèle, ou il y aura d'autres personnes qui seraient responsables de cela? C'est là que l'école doit aussi jouer son rôle. Parce que nous parlions tantôt de l'entourage. L'être humain a un entourage pluriel.
Il y a l'école qui intervient aussi. Donc, on devra apprendre aux jeunes filles qu'en dehors de la tête, on ne peut pas réussir sa vie. En dehors de ce que Dieu nous a doté comme capacité, que nous-mêmes nous pouvons perfectionner. Mais la dame qui est sur les réseaux sociaux, en faisant ce qu'elle performe, c'est sa tête qu'elle utilise pour sûrement influencer. Non, on peut le faire de bonne manière. Alors, disons que les réseaux sociaux présentent beaucoup, mais nous devons aider la jeune fille aujourd'hui à choisir ce qui est mieux. Très bien. Donc, on devra aider la jeune fille à utiliser les réseaux sociaux comme un canal de visibilité, non pas comme un miroir trompeur. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je intégrerai ce fait ici avec moi que il y a des gens que nous voyons comme des gens ayant réussi totalement dans leur vie. Mais lorsque vous les rencontrez dans la vie réelle, donc vous n'avez pas l'impression que sa réussite est réelle. Que sa réussite est réelle. Donc, c'est des gens dont la réussite n'est que virtuelle. Et ça dépend de ce que nous définissons comme réussite. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de dettes. C'est des gens qui sont incapables de défendre même un petit projet des 5 minutes devant les gens. Et parlant des projets à défendre des 5 minutes, pouvons-nous dire à cette jeune fille d'aujourd'hui, pouvez-vous lui communiquer ce que serait la vision idéale de sa vie dans ces mondes actuels, afin qu'elle arrive à distinguer les bons du mauvais? Oui. Déjà, au début, nous avons défini l'autonomisation comme ce fait-là de doter, de donner des moyens à chaque femme de décider de son avenir. On ne devra pas décider pour la jeune fille. Donc c'est elle-même qui doit se décider. Mais nous, hommes que nous sommes, nous devons aider cette jeune femme à se décider de son avenir, mais aussi à participer pleinement. Alors ce que nous devons faire à notre niveau, c'est organiser. Donc cette jeune fille devra avoir ce goût d'apprendre, d'être à côté de ceux qui ont vécu, ceux qui ont réussi. Donc, il y a des centres, il y a par exemple, en parlant de ça, nos reporters avec UNICEF, voilà, UNICEF. Il y a par exemple les volontaires des Nations Unies. Il y a plusieurs programmes où on a besoin de volontaires. Et donc, dans ce volontariat, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Et la jeune fille. Ce dont vous parlez, ça s'attaque directement à l'école. Ça donne un modèle qui devrait y avoir des gens dans les écoles informatiques pour ça, parce que les matières dispensées à l'école, comme nous les savons, c'est les matières pratiques, mais est-ce que l'école informe suffisamment à la jeune fille de ce qu'elle devrait faire exactement dans la communauté? Bon, moi, personnellement, je parle d'une expérience que j'ai vécue. Vous, en tant que professeur, vous avez enseigné à l'ISIBA. Pour avoir enseigné au lycée l'ISIBA, je le dis à haute voix. Oui. Il y a ceci. Au lycée l'ISIBA, il y a un phénomène de club. En dehors de cours que le programme national prévoit, il y a des activités parascolaires. Et ces activités-là sont organisées en fonction des clubs. Il y a les clubs, par exemple, de sport. Et chaque jeune rejoint ce club en fonction de son talent, en fonction de je parle de la jeune fille de l'élève, puisque c'est un lycée, il n'y a que des filles. Des filles, oui. Chaque fille choisit le club en fonction de son talent, en fonction de ce qu'elle veut devenir. Et là, il y a des simulations même de métiers. Par exemple, moi, j'ai eu à animer le club de l'art oratoire, et la prise de parole en public et l'art oratoire. La jeune fille, on a eu à simuler un procès. Les jeunes filles qui se sont comportées comme des avocates, et c'était une réussite totale. Il y avait par exemple le club de l'environnement, et il y avait le club de santé, il y avait le club de danse, c'est-à-dire des clubs où on simule des métiers. Et chaque jeune fille pouvait intégrer le club pour simuler, et ça donne en tout cas le goût à chaque jeune de pouvoir imaginer ce qu'elle veut devenir. Pendant que nous parlons de cette vision pour la jeune fille, nous rappelons que nous parlons de l'autonomisation de la femme congolaise, de la tradition à la modernité. Monsieur Gilbert nous a rappelé, chers téléspectateurs, que dans la tradition, la femme avait sa place qui lui était assignée, différent des choses d'aujourd'hui où chaque femme doit jouer un rôle au sein de la communauté. Et dans ces rôles, nous avons l'école qui est un canal par lequel les femmes sont formées afin de jouer un rôle effectif au sein de la communauté. Monsieur Gilbert, je vous prends en tant que professeur, en tant qu'enseignant aux humanités. Vous avez exercé cela à l'ISIBA, comme nous le rappelons. Dans votre enseignement, peu importe la matière qui vous a été confiée, avez-vous pris le temps de ramener la pratique réelle de ces matières à la femme dans la vie qui l'attend? Êtes-vous sûr que cette femme connaît la vision qui doit lui être donnée? En parlant en tant que professeur, vous aiderez aussi en tant que parent.
Pensez-vous que les parents aident suffisamment les jeunes à savoir ce qu'ils doivent devenir dans la communauté? Nous parlons, à l'époque, il y avait des méthodes des traditions par les ancêtres qui faisaient des initiations à la vie sociale que nous ne voyons pas aujourd'hui. Quelle est votre expérience par rapport à cette situation? La femme doit avoir une vision concrète de ce qu'elle doit faire dans la communauté. Bon, déjà, je ne voudrais pas trop parler pour faire la publicité du lycée Liziba. Mais s'il faut aller dans ce sens-là, je peux vous rassurer que c'est l'une des écoles où l'homme, dans la formation de l'homme, est au centre de tout et on vise la formation intégrale, tous les aspects de l'homme ou de la jeune fille, puisqu'il s'agit de la femme là-bas. L'esprit, les corps, l'âme. Je vous dis tout, donc toute la formation est au rendez-vous. Comment vous les faites expresser? Donc ce qui se passe, c'est que déjà là-bas, chaque fille a au moins une préceptrice. En dehors de la titulaire de classe, il y a au moins une préceptrice. La préceptrice... Qu'est-ce que la préceptrice lui dit exactement? Préceptrice, je peux dire... c'est un coach. Comment elle intervient exactement dans la vie de cette fille? C'est-à-dire, elle collabore, elle parle, elle cause de tout, sauf rien avec la fille. La fille peut lui parler. Il y a des choses que la fille peut cacher même à ses parents, mais donc, elle est l'amie, je peux dire, elle est l'amie de l'élève. L'élève lui dit des choses, voilà. En fonction de ça, elle, c'est une éducatrice. En fonction de ça, elle voit comment elle peut orienter la fille. Et si c'est un problème qui cadre avec la famille, on appelle les parents. On cherche comment aider la fille. Au besoin, même si c'est un problème qui demande qu'un psychologue soit impliqué, on fait appel à un psychologue parce que c'est des cas que j'ai vécu. Et finalement, on prend toutes les facettes de l'éducation de la fille, le niveau mental, donc à tous les niveaux en tout cas l'éducation. Et ce qui fait que déjà quand vous êtes dans cette école, chaque élève sait au moins ce qu'il attend, puisque je vous ai parlé tantôt des clubs. Chaque élève vous donne même la motivation. Pourquoi je suis en scientifique? Pourquoi je suis en littéraire? Elle vous donne la motivation par rapport à ce qu'elle veut devenir. Nous pouvons prendre cela comme un exemple et dire que la plupart des écoles font cela. Si nous nous basons sur votre expérience, nous pouvons considérer que les écoles aident suffisamment les élèves. Et nous parlons aujourd'hui... Ça, je peux refuser parce que en dehors de Liziba, j'ai eu aussi à enseigner par le passé au collège Père Albert. Je n'avais jamais vu ça. J'ai eu à enseigner au Petit Prince, je n'ai jamais vu ça, mais ça c'est une expérience unique que j'ai vue au lycée Liziba. J'ai quand même des frères et sœurs, j'ai des cousins qui fréquentent même des grandes écoles de la ville, et ça on n'a jamais entendu parler. Étant donné que nous parlons éducation aujourd'hui, c'est une recommandation que vous feriez aux écoles. Comment la formulez-vous pour que les écoles que nous suivons enseignement puissent bien vous entendre effectivement? Ouais. Parce que vous avez parlé des programmes parascolaires et des clubs. Résumez cela pour que les écoles puissent mieux comprendre. Là, c'est que je peux dire. Aujourd'hui, je donne un exemple pour pouvoir donner ce conseil. Vous avez des politiciens très intelligents, mais inefficaces du point de vue production. Selon les jugements personnels, bien sûr. Non, pas selon les jugements, selon les faits. Parce que vous serez d'accord avec nous. Avons des inondations, non, ici à Kinshasa. Regarde, dans l'œil des opinions, oui, parce que nous parlons d'éducation. Oui, mais non, je voudrais juste vous faire comprendre, parce que nous parlons de l'éducation, ça fait partie aussi de l'éducation. L'école devra apprendre, aujourd'hui toutes les écoles devront apprendre aux enfants que, principalement, particulièrement à la jeune fille, que étudier c'est bien, l'intelligence c'est bien, mais il y a aussi la notion d'éthique, la morale. Et beaucoup d'écoles zappent sur cet aspect-là. C'est comme ça que vous avez des gens très intelligents mais incapables d'échanger la société. Parce qu'il faut prendre toute cette dimension, tous ces aspects de l'éducation, il faut le prendre. Moi, ce que je peux recommander aujourd'hui à l'école, c'est envisager la formation intégrale de l'homme. Les écoles en RDC... Focalisons sur la jeune fille. Non pas. Les écoles en République démocratique du Congo ne forment pas intégralement la personne. Donc, c'est des gens qui rejettent tout sur la famille. Selon les constats faits dans certaines écoles. Oui, moi, j'ai été élève. Dans ce cas, j'ai dit, ça veut dire j'ai été élève, j'ai vu ce qui se passait. Et aujourd'hui, les ministères de l'Éducation fournissent beaucoup d'efforts pour des réformes qui vont se solutionner à cela, effectivement. Oui. C'est à ce niveau que je peux dire que l'école devra prendre
en compte cette dimension, surtout les lycées, puisque nous parlons de la jeune fille. Oui. Les lycées surtout, il y a par exemple le lycée Kabambare, Motema Pico, il y a le lycée Liziba. Donc, ces écoles-là... Pour n'en citer que certains, oui. Pour ne citer que ces écoles-là. Et donc, ces écoles-là, comme le lycée Liziba, je répète encore parce que c'est de là que je viens, cette école prend la dimension intégrale de la formation de la jeune fille. C'est-à-dire, on aide la fille même à surmonter ces troubles, les troubles psychologiques. Mais il y a des écoles où on chasse des élèves. Alors, Monsieur Gilbert, nous en profitons effectivement parce que vous êtes sur ce plateau. Toutes les filles qui nous suivront dans cette émission, certaines ne sont pas à l'école, certaines sont avec leurs parents à la maison, d'autres nous suivent au travers de leur téléphone sur les fréquences sur lesquelles nous émettons. Cette fille a une vision d'avenir. Ce soir, nous ne parlerons que de certaines vocations de la vie, nous épinglons la vie professionnelle et les mariages, bien sûr, que nous considérons comme une culture ici en République démocratique du Congo, dans la vie professionnelle en prenant toutes les disciplines confondues. Comment cette fille peut développer des habitudes à partir de l'école pour intégrer sa vie qui l'attend dans l'avenir? Développer les habitudes. Vous nous avez donné les clubs qui existent, les programmes parascolaires, mais prenons les autres filles aussi en communauté. Quelles sont les habitudes qu'elles peuvent développer à partir d'aujourd'hui? Considérons aussi celles qui sont dans l'école, globalisons toutes les filles. Quelles sont les habitudes qu'elles doivent développer au quotidien pour s'imprégner de leur avenir et arriver à être autonomes, parce que c'est là les thèmes de notre émission ce soir. Ouais, dire qu'il y a des filles qui sont à la maison qui n'étudient pas, je peux dire ça, c'est aussi une faute qui revient aux parents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'école primaire, malgré les couacs, certaines difficultés, on est tous d'accord que l'école primaire est gratuite. Donc on ne peut pas encourager qu'un parent garde sa fille à la maison au niveau de l'école primaire. Alors, au niveau de l'école secondaire, il y a des programmes de bourses. Donc, pour toutes les catégories, il y a des programmes de bourses. Si une famille n'a pas les moyens d'envoyer une fille à l'école et que la fille est déjà avancée en âge, mais il y a des métiers. Il y a par exemple l'INPP qui est là. Il y a des métiers, des centres de formation. Elles peuvent apprendre des langues, par exemple, des langues. C'est aujourd'hui des compétences qui sont beaucoup plus recherchées. Et il y a aussi l'informatique. Aujourd'hui, sans la maîtrise de l'outil informatique, c'est que vous êtes foutus. Et donc, ces filles qui sont à la maison, elles peuvent apprendre des petits métiers comme ça. Par exemple, comment confectionner l'artisanat. Elles peuvent apprendre. Donc, on ne peut pas excuser, on ne peut pas avoir des excuses. Alors, c'est là où les gens qui sont à la maison n'étudient pas. Vous nous montrez comment une jeune fille dans un milieu défavorisé peut projeter son avenir. Ce sont des solutions. Effectivement. Parce que il y a des jeunes filles ici à Kinshasa qui sont dans ce que nous appelons le phénomène Maléwa, mais qui vous font des plats. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, pour ces filles-là. On peut entreprendre si on est incapable, par exemple, d'étudier ou de financer dans son éducation. Nous parlons des milieux défavorisés. Prenons, par exemple, les villages. Oui. Mais ces gens-là mangent les poissons tous les jours, les poissons frais. Oui. Vous vous rendez compte si elles se donnent, j'ai vu des jeunes qui ont quitté Bandundu, des jeunes hommes, même, puisque nous parlons de la jeune fille, mais c'est un exemple que je peux justement donner pour pouvoir stimuler aussi la jeune fille. Oui. Des jeunes qui quittent Bandundu, venir ici vendre des petits bonbons, et après un bout de temps, ils se scolarisent, et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que aujourd'hui personne, parce que même si un parent est incapable de t'acheter, je ne sais pas moi, une paire de babouches, mais des petites formations, il y a des formations gratuites où on paie 500 francs par séance. L'informatique, 500 francs par séance. Et les séances ne sont pas aussi tous les jours. On peut toujours apprendre quelque chose. Donc, par ce que vous venez de dire, nous faisons comprendre à la communauté où nous comprenons que nous ne devons pas complexer devant ceux qui sont à l'école parce que nous aussi, nous pouvons être autonomes sans être à l'école, comme vous l'expliquez. Oui, effectivement, on peut être autonome sans être à l'école. Si on est, par exemple, dans des milieux ruraux, au village, mais vous faites quand même, donc vous pouvez vous fixer des objectifs. Vous dites par exemple, de telle année à telle année, 2 ans, 3 ans, je peux cultiver les maïs. Une fois que j'ai un stock donné, je peux ramener ça à Kinshasa, puisqu'au village, c'est qui est vrai, les gens cultivent. Moi, j'ai été à Chikapa, par exemple. Chikapa, c'est pas un village comme tel. Pendant que moi j'ai vu à Chikapa, c'était encore un territoire, mais je voyais les gens cultiver les maïs. Mais si vous pouvez avoir un stock pendant un bout de temps,
vous vendez un peu pour avoir du transport et ramener une autre quantité ici à Kinshasa, par exemple. Et là, je pense, Monsieur Gilbert, vous êtes en train de contribuer à là où les parents peut-être n'avaient pas un mot à dire sur leur fille qui était en train d'aller dans la dépravation des mœurs, en se disant que ne pouvait pas s'en sortir par elle-même et faire toutes les pratiques que nous connaissons dans notre communauté. Oui, effectivement, la dépravation des mœurs même. Ok, cela est dit un manque de vision qui n'a pas été clairement communiqué. Bon, à un moment donné, les jeunes filles, pauvres comme riches, ont intégré le fait que leur féminité résout tout. Comment? Elle se dit, je peux séduire un homme et elle est devant un chef d'entreprise, elle est partie pour un entretien d'embauche et va commencer à afficher des attitudes là qui vont pousser l'employeur à lui parler sexuellement. Et vous voyez un peu. Et les pauvres aussi se disent, comme je n'ai pas de moyens, je peux exploiter mon corps dans ce sens-là, comme ça je peux avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc la dépravation de mœurs, c'est en tout cas, c'est juste une question d'éducation. Pouvons-nous comprendre que ce sont des vices pour le développement de notre communauté congolaise? Ça, c'est un très grand vice. Hein. Donc si nous comprenons les réseaux sociaux, les modèles mal communiqués, les vices que nous utilisons au quotidien, cela est en train de limiter les capacités de la femme à jouer effectivement son rôle au sein de la communauté. Non, la femme elle-même parfois, ce qui se passe c'est quoi? Il y a certaines femmes qui vont pour être embauchées, mais puisque le patron lui dit j'ai besoin, voilà tout, elle a besoin de paraître dans la société. Elle a toutes les compétences, mais elle a besoin d'être véhiculée. Elle a besoin de s'acheter un téléphone dont les parents ont été incapables. Donc, mais elle va donner son corps justement pour avoir toutes ces faveurs-là et paraître dans la société. Et après, elle va dire je suis autonome. Non, nous ne parlons pas de cette autonomie-là. Nous parlons de l'autonomie de la femme au vrai sens du mot, pour des femmes qui se bâtissent sur des vraies valeurs. Nous comprenons qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aider aussi la communauté à quitter cela pour être effectivement autonome. Et j'aimerais épingler les points pour rester dans l'ordre de notre émission, pour ne pas créer un autre numéro qui sera en train de résoudre les vices. Restons sur les points de la vie professionnelle, le mariage. Comment définirez-vous la dépendance, l'autonomie et la responsabilité personnelle, tout en revenant sur votre exemple où vous donnez la femme qui cherche à se procurer des biens? Comment définirez-vous ces trois termes, la dépendance, l'autonomie et la responsabilité personnelle? La dépendance, c'est le fait qu'une personne attende que les autres se décident à sa place. Donc je suis là, je suis incapable de prendre une décision, mais je veux que les autres se décident à ma place. Donc on dépend des autres, c'est ça la dépendance. On tient compte des autres. C'est-à-dire que notre vie repose sur ce que les autres disent. C'est ça la dépendance. Oui. Non, pour m'acheter quelque chose, il faut que mes parents, il faut que mon mari, il faut que mon copain, donc ça c'est ce qu'on appelle la dépendance. Mais l'autonomie, vous avez dit l'autonomie c'est quoi l'autonomie et puis la responsabilité personnelle? L'autonomie c'est le fait d'agir par soi-même. C'est-à-dire on n'a pas besoin que les autres soient là pour agir. Nous-mêmes on sait comprendre ce qui est bien et ce qui est bien pour nous. On se décide. On prend la décision d'agir et de faire ce qui nous vient par l'esprit, mais tout en jugeant aussi les conséquences. C'est ça l'autonomie. On n'est pas influencé. Et la responsabilité personnelle? La responsabilité, là, c'est le fait d'assumer les conséquences de ses choix. Donc, lorsque c'est ça la responsabilité. Être responsable, c'est quand on sait assumer les choix qu'on a fait. Pourquoi je décide d'aller en mariage aujourd'hui? C'est-à-dire, on sait que non, dans le mariage, vous aurez des disputes, il y aura tout ce qu'il y a comme problème. Et être responsable, c'est savoir aussi assumer les choix. On te dit par ton père, par ta mère, n'épouse pas cet homme. Ta jeune fille, n'épouse pas cet homme. Non, moi j'ai mon homme. Et donc, il faut assumer ces choix-là. Aller dans ce mariage et souffrir. Donc, on relève aussi des responsabilités. Donc là, c'est la responsabilité personnelle. C'est la responsabilité personnelle. Dépendance, en même temps. La dépendance, non, la dépendance, c'est lorsque... Si nous prenons cet exemple du mariage où la femme doit assumer, n'était pas un choix fait pour dépendre? Non. Une femme ne devrait pas, à l'heure actuelle, à l'époque, je vous ai dit que je vous parlais tantôt de deux époques distinctes. À l'heure actuelle, une femme ne peut pas épouser pour dépendre totalement de son... Il doit y avoir une interdépendance. Parce que je connais des femmes qui ont épaulé, qui ont aidé leurs hommes à atteindre certains objectifs. Vous avez Michelle Obama. Ça, c'est un exemple typique.
Vous avez Michelle Obama, qui, à un moment donné, a aidé Obama à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, Obama, c'est une figure emblématique. Donc, la jeune fille aujourd'hui est à l'école primaire et secondaire universitaire devrait envisager de construire plutôt que de dépendre. Plutôt, non. En tout cas, il faut qu'elle se dise, je voudrais que mon mari dépende aussi de moi. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager, même, puisque tout commence à la base. Aujourd'hui, même dans des relations qui mènent vers le mariage, les filles ont intégré le fait que quand je suis avec mon copain, c'est lui qui doit m'acheter la lotion, c'est lui qui doit m'acheter tout ça quand j'ai besoin. Ce qui est d'une part une responsabilité masculine. C'est une responsabilité masculine. Mais à l'heure où nous sommes, la femme devra se dire aussi... Pour notre communauté, bien sûr. Pour notre communauté, oui. Et la femme devra se dire que j'ai mes parents et je suis sous les toits de mes parents. Et d'ailleurs, les parents responsables devraient se poser des questions sur la vie luxueuse qu'à leur fille. Vous avez une fille, vous parents, vous n'avez pas un téléphone de $300, mais vous voyez votre fille qui a un téléphone de $500. Elle ne travaille pas. Où est-ce qu'elle a eu ce téléphone? Et nous sommes en train de parler de l'autonomisation des femmes. Mais l'autonomisation, mais c'est justement dans ça, et laissez-moi finir. Beaucoup de schémas, allez-y. Donc, c'est justement pour la dépendance, il faut que la femme se dise que mon homme devra dépendre aussi de moi. Je peux vous dire, je ne dis pas, je ne voudrais pas parler de moi, mais je vous dis qu'il y a des femmes qui aujourd'hui aident leurs hommes. Je ne voudrais pas les citer. Il y a des hommes qui ont combattu, qui ont lutté aux côtés de leurs femmes les ont accompagnés dans leur combat, ils ont fortifié, ils ont bâti ensemble. Et elle n'a pas, non, que l'homme me donne, non. Mais par moment, elle sort son argent, voici le transport, voici les foufous, voici. Mais aujourd'hui, les Congolaises, les jeunes filles, attendent que l'homme fasse. C'est ça qu'on appelle la dépendance. Avec cette façon de penser, une femme qui pense que l'homme devra seulement donner, cette femme n'ira jamais loin. Ça, c'est par expérience. Pouvons-nous dire que par cet éclaircissement, vous avez ouvert les yeux de la jeune fille qui était enclin au préjugé social qui prévalait exactement cela? Les intelligentes ont compris parce que il y a une catégorie de filles qui vont qualifier mes propos d'un homme qui ne partage pas, d'un homme Yamaboko Makasi. Bien sûr. C'est ça, un homme qui ne donne pas. Mais les femmes, les filles qui s'investissent, qui ont besoin d'un avenir, comprennent, le monsieur a raison. Elles doivent d'abord chercher, laisse-moi donc épingler en fait. Lors du mariage, devant l'autorité de l'état civil, les époux ou les conjoints sont invités à choisir le régime matrimonial. Et beaucoup de filles, je ne parle pas des femmes, beaucoup de filles aiment toujours la communauté universelle des biens. C'est-à-dire la mise ensemble des biens. Mais qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'homme se décide de prendre ses biens et mettre pour que le jour où il y aura divorce, vous avez 50-50? Non! C'est ici que les vrais hommes, comme moi j'ai toujours dit, je crois que on m'écoute présentement, j'ai toujours pensé, si j'épouse une femme qui n'a rien, bien sûr, ça sera le régime de séparation des biens. Là, je pense que c'est un sujet complexe pour les élèves qui nous suivent en ces moments. Non, nous aurons à réaliser un numéro dans lequel nous leur ferons des prérequis du mariage. Vous pouvez continuer. Oui, puisque nous parlons de l'autonomie de la femme. La femme devra comprendre aussi, exiger à un homme de choisir le régime universel ou la communauté universelle des biens revient à dire que non, moi femme, j'ai aussi mes biens, comme ça on va faire la mise ensemble, c'est comme ça. Mais tu viens chez toi main vide, mais tu veux que vous mettiez ensemble. La communauté universelle des biens. C'est-à-dire toi tu viens 50-50 au mai, même si tu as 2%. Pouvons-nous comprendre que, parlant de l'autonomisation ce soir, ça se résume aux biens qu'une femme devait avoir, ou y a-t-il d'autres aspects auxquels la femme devrait s'intéresser? Non. Ici, au départ, j'ai dit, je devais avancer même parce que je devais voir l'autonomisation de la femme sous 3 aspects. Okay. Il s'agit là d'abord de moyens qu'on donne à chaque femme de décider de son avenir. Pas que quelqu'un vienne décider à sa place. Non, elle-même se décide, mais on lui donne des moyens. Les moyens, c'est par exemple l'éducation. Les moyens, c'est par exemple l'éducation des femmes, des parents, de l'école, mais aussi l'entourage qu'elle fréquente. Et ne pas réduire cette femme au plan secondaire. Il y a aussi, c'est
l'autonomisation, c'est une démarche qui combine l'éducation, accès aux opportunités. L'accès aux opportunités, il y a aussi la reconnaissance des droits. Ça va comprendre que non, les femmes sont des personnes qui ont des droits comme nous les hommes, mais aussi la valorisation des talents féminins. C'est-à-dire nous les hommes, nous avons le devoir dans l'autonomisation de la femme d'aider ces femmes à atteindre leurs objectifs, leur accorder des opportunités, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, permettre que les femmes aient une place privilégiée. Mais aussi, c'est qu'il faut comprendre l'autonomisation beaucoup plus dans la société congolaise, c'est cette lutte contre les pesanteurs culturels et les inégalités structurelles qui freinent l'épanouissement de la femme. C'est ça que nous, les hommes et les femmes elles-mêmes, nous devons vraiment, en tout cas, mutualiser les efforts pour pouvoir aider la jeune fille à ne pas se sentir freinée. Donc, toutes ces pesanteurs, comme je le disais, culturels. Des barrières sociales, des préjugés. C'est-à-dire qui freinent l'épanouissement de la femme. Nous devons lutter. C'est ça même notre responsabilité. Voilà. Les paradigmes qui ont été imposés dans les terres. Voilà, il faut vraiment bannir tous ces paradigmes. La femme, puisqu'il y a des hommes jusqu'aujourd'hui qui ont encore cette conception villageoise, cette conception qui consiste à considérer la femme comme un objet de satisfaction sexuelle. Alors, en passant cette étape, nous rappelons aux téléspectateurs que nous sommes en train de parler de l'autonomisation de la femme congolaise en passant de la tradition à la modernité. Si nous mettons l'accent sur la femme, c'est parce que, comme Monsieur Gilbert nous l'explique, la femme était exclue de la gestion publique et aujourd'hui la femme peut être inclue dans tout ce qui est fait dans la communauté. Il y a des termes pour ça, la parité, l'émancipation et tout. Je connais des femmes très intelligentes que les hommes. On est là. Moi, j'ai une amie qui est aussi dans les médias, je la salue d'ailleurs en passant, c'est Ange Aloki. Cette femme, quand vous l'entendez parler, quand vous l'écoutez, mais vous vous dites, vous avez des hommes qui sont incapables de tenir même un discours de 2 minutes. Quelqu'un qui vient au journalisme qui est incapable de te présenter même une brève. Mais cette fille, quand elle se met à parler, mais vous avez la chair des poules. Ça veut dire qu'il y a des femmes, et des femmes comme ça, nous devons les soutenir, les booster. Monsieur Gilbert, nous sommes en train de chiter avec notre émission d'aujourd'hui, Parlons éducation. Nous avons des acteurs majeurs qui contribuent à l'éducation de la jeune fille, école primaire, secondaire ou encore l'université et toutes celles que nous sommes dans la communauté. Quels sont les messages que vous enverrez à ces personnes en particulier? Prenons les structures comme le ministère de l'Éducation, l'école elle-même, l'université, les centres de formation dans lesquels vous avez dit que si la fille n'a pas des moyens d'aller à l'école, les parents ne devaient pas lui garder à la maison, mais lui envoyer dans un centre pour se former. Les ministères de l'éducation, l'école, les centres. Quel est le message que vous les envoyez dans le sens à aider cette jeune fille à prendre conscience de qui elle est et devenir désormais un modèle de construction de la communauté congolaise? Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un concours comme ça qu'on appelle Marque féminin. Je crois, c'est déjà des initiatives qu'il faut encourager, parce que c'est exclusivement pour la jeune femme, la jeune fille. C'est que je peux dire au ministère de l'Éducation et les autres structures qui militent à côté du ministère de l'Éducation, c'est envisager des mécanismes qui vont renforcer ce qui existe déjà pour aider la femme à devenir autonome, mais aussi être beaucoup plus regardant, être strict, envisager même si des lois pour punir sévèrement les hommes qui sont là en train de manipuler, parce que naturellement les femmes sont un peu faibles et les hommes parfois arrivent à se comporter comme de renards, voilà, manipuler et justement pour abuser des jeunes filles. Je ne voudrais pas citer les écoles qui ont connu ça, mais je voudrais qu'ici, qu'il y ait même des lois, qu'il y ait même si pas une loi, mais quand même des mesures réglementaires. Ou les hommes qui abusent des jeunes filles, vous êtes par exemple enseignant et que vous abusez d'une fille d'autrui, on vous retire votre diplôme. C'est-à-dire on annule, on considère que vous n'avez jamais été à l'école. Vous êtes licencié, c'est-à-dire on annule.
Et si on annule un diplôme, imaginez-vous, vous avez un diplôme de licence, on vous trouve dans une situation comme ça, on annule votre diplôme. Vous êtes professeur d'université, on vous trouve dans un délit flagrant avec une étudiante, on annule votre thèse et on vous interdit même de voyager. Vous restez au Congo. Donc tout ce que vous avez et vous collaborez avec les structures ou même les livres de ce professeur ont été publiés justement pour le dire que notre loi dit ceci. C'est-à-dire que c'est donc comment on dit persona non grata. Personne au-dessus de la loi. Non, une personne indésirable. Donc des gens qui abusent des filles, qui abusent des femmes, les directeurs, les DG, les responsables des entreprises qui abusent des femmes. On te trouve comme ça, on ferme ton entreprise. Si c'est une entreprise de l'État, on te retire ton diplôme. C'est-à-dire tu restes, tu ne peux pas postuler. Et donc ça perturbe tout ton casier judiciaire en matière de travail. Donc c'est l'un des exemples des lois qu'on est adoptées. Ça c'est pour les décideurs. Moi j'ai toujours pensé à ça et je me dis si un jour j'ai cette opportunité de pouvoir diriger ce pays, je penserai à ça. C'est une façon d'aider la jeune fille. Mais si on considère que la jeune fille est à la base de cette séduction ou de ce qui est arrivé, c'est qu'on devra faire c'est quoi? Annuler la scolarité de la jeune fille. Si elle est capable de se décider, on annule sa scolarité et si elle est licenciée, on annule, c'est-à-dire tu pars ce diplôme-là et ton mariage ne sera même pas célébré devant l'officier de l'état civil. Là, c'est sur base de l'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle, c'est justement pour encourager quand une jeune fille sera tentée de faire ça et se dit mais si je le fais et que l'État sur point que nous sommes allés comme ça, je ne parle pas de la prostitution, les prostituées peuvent continuer à faire ce qu'elles font déjà. Moi, ça ne me regarde pas. Je parle des professionnels. Voilà. On te trouve ta jeune fille, tu sais que non, si je fais ça avec mon enseignant, on va annuler mon diplôme et mon mariage ne sera jamais célébré devant l'officier de l'état civil. Ça veut dire que je peux me marier coutumièrement, mais l'État ne connaîtra jamais mon mariage. C'est que tu ne peux même pas intégrer la fonction publique. Les entreprises publiques, tu ne peux pas intégrer. Je crois que c'est des mesures comme ça. La RDC a besoin de mesures comme ça. Parce que s'il faut que nous continuions comme ça, ça va continuer aussi comme ça. Parce que quand on punit, il faut à un moment donner des mesures donc très sévères, comme la loi d'Hammurabi. Monsieur Gilbert, voilà. Votre intervention a été très pertinente. Je pense que nous devrons limiter notre émission par là, mais nous ne pouvons pas toutefois arrêter sans que vous ayez envoyé un dernier message aux parents. Vous n'avez qu'un bref délai de 30 secondes auquel vous parlerez à ces parents, après lesquels nous nous quitterons sur ces plateaux d'aujourd'hui. Oh, chers parents, je vous aime bien. S'il vous plaît, pensez à l'avenir de vos jeunes filles. Cherchez-leur un encadrement qu'il leur faut. Le bas âge, cherchez à découvrir ce qu'il y a comme talent dans votre fille et commencez l'orientation de le bas âge. Aujourd'hui, l'anglais, c'est lingua franca, comme on le dit. C'est une clé d'ouverture, une clé qui vous donne accès à tout dans le monde. Déjà, vos jeunes filles peuvent apprendre l'anglais dès le bas âge. Ça, vous n'avez pas d'excuses. Même avec YouTube, il y a Duolingo. Par exemple, vous pouvez proposer ces programmes-là à vos jeunes filles. Si elles sont déjà à l'école, cherchez à aider les enseignants-là à bien encadrer vos filles. Et c'est comme ça. Encadrer vos enfants comme il se doit à la maison, dans des disciplines dans lesquelles ils devraient se développer. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.